Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Olivier Crène. Bonjour Olivier. Bonjour Sophie. Alors Olivier, tu es vétérinaire et diplômé de Liège en Belgique en 2007. Je précise, un très bon cru cette année-là, n'est-ce pas ? Effectivement, parce que quand on y réfléchit, ça fait plus de 20 ans qu'on a la chance de se connaître, donc ouais, un très bon cru. Après un petit passage par Namur, la fin de mes études à Liège et un diplôme en 2007. Alors, tu es fils d'éleveur de porc breton et petit-fils de paysan. Donc, la rurale, on va dire que c'est dans ton ADN. Pendant tes premières années, tu as pas mal baroudé en France avant de te poser en Mayenne, où tu es aujourd'hui associé dans une structure mixte qui continue à se développer. On aura l'occasion d'en parler. Je te laisserai aborder tout ça en détail. Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu que tu viennes partager ton histoire ici sur Veto Micro, il y a deux choses. Premièrement, la rurale, parfois, c'est un peu le parent pauvre, on va dire, de la médecine vétérinaire. En dehors de la rurale, on n'en parle pas trop. Et deuxièmement, c'est que selon moi, tu as vraiment modelé ton métier passion à ton image et tu as fait de la rurale un métier vraiment de possibilités. Et ça, je trouve ça super important qu'on en parle. Et Veto Micro, quoi de meilleur qu'un podcast pour ébruiter tout ça. Alors je termine, on n'oublie pas bien sûr Olivier que tu es aussi mari d'une Julie que j'ai eu le plaisir de rencontrer et papa aussi. Tu es passionné, tu aimes le vélo, le golf, les voyages et on n'oublie pas la cornemuse. Ça fait déjà pas mal de choses. Tout à fait. Alors ma question habituelle de démarrage, même si j'ai une petite idée de la réponse Olivier, pourquoi vétérinaire ? Alors pourquoi vétérinaire, comme tu le précisais, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de naître en milieu rural, d'être élevé en milieu rural avec un papa agriculteur, donc éleveur de porc comme tu le disais, même si le porc n'est pas ma passion et n'est pas mon métier aujourd'hui, il m'a enseigné pas mal de choses, mais j'étais aussi petit-fils d'agriculteur et j'avais un grand-père qui était légumier et éleveur de chevaux. Et en fait, j'ai découvert le métier de vétérinaire et l'image qu'on s'en faisait du sauveur d'animaux via mes grands-parents et via l'élevage des chevaux de trait bretons. Et c'est une vocation qui est née assez tôt. Hein. Moi, j'avais toujours dit, j'avais deux choix qui m'intéressaient en fait dans le métier. C'était soit agriculteur, soit vétérinaire. Et donc j'ai fait le choix de faire les études de vétérinaire que évidemment j'ai terminé. Donc aujourd'hui je suis vétérinaire, mais c'est quelque chose qui date depuis le plus jeune âge quoi. On va dire que la décision, je l'ai réellement prise vers 10-12 ans. Donc une vraie vocation. Et qu'est-ce qui a pesé dans la balance entre agriculteur et vétérinaire ? J'avais envie en fait d'une certaine ouverture du champ des possibles. J'avais peur en fait de m'enfermer un petit peu dans la ferme que je connaissais bien. Je voulais de toute façon, même avant de faire agriculteur, faire des études et pouvoir découvrir d'autres choses.
Donc je me serais orienté vers des études agricoles, mais qui m'auraient amené ailleurs avant de retourner chez moi si un jour j'avais décidé de retourner reprendre une ferme en fait. Et donc, quand tu t'es orienté vers l'école vétérinaire, t'avais toujours en tête de faire de la rurale ou est-ce que t'avais une idée bien précise de ce que serait le métier de vétérinaire? Alors en fait à la suite on a de la chance de pouvoir faire des petits stages découvertes hein, et aujourd'hui je suis dans la position où moi aussi je prends des jeunes collégiens ou lycéens qui viennent faire des stages découvertes, et quand j'ai vu le métier réel du vétérinaire, qui à l'époque était le vétérinaire qui était un ami de mes parents, qui habitait proche de chez mes parents, c'était un vrai vétérinaire rural qui faisait un petit peu de canine hein, c'était dans les années 90 et en fait j'avais cette image qui me plaisait beaucoup et effectivement quand j'ai commencé mes études je me destinais à une pratique purement mixte. Après, comme dans tout, hein, les études, elles sont là aussi, elles font évoluer les choses, elles font évoluer la pensée, les attraits pour certaines choses, la découverte de la médecine aussi. Et c'est vrai qu'au fil des études, je me suis vraiment passionné pour la médecine bovine, pour la chirurgie, pour l'animal en soi et pour le côté élevage en fait, le côté élevage et le côté ruralité, parce que dans le métier de véto, il y avait quand même quelque chose qui m'importait beaucoup, c'était ce côté ruralité, le côté ancré dans un territoire, développement d'un territoire, dans des endroits un petit peu reculés, parce qu'aujourd'hui je suis en Mayenne alors que je ne suis absolument pas mayennais, mais c'est ce côté rural en fait aussi qui m'intéressait beaucoup. T'as une anecdote en particulier à apporter à ce terme, une expérience qui t'a vraiment marqué au cours justement de tes stages? Au cours de mes stages ou même au cours de la vie de tous les jours, quand on fait de la rurale, et je me rappellerai toujours ce que m'avait dit un de mes maîtres de stage qui aujourd'hui est en retraite parce qu'il a pris sa retraite quand j'ai fait mon stage avec lui, donc il est en retraite depuis un petit peu de temps, et il m'a dit moi je fais vétérinaire pas tant parce que j'aime les animaux mais parce que j'aime les gens. Et dans ce côté ruralité, ce qu'il y a, c'est qu'on rentre vraiment dans l'intimité profonde des gens. On est les rares personnes à aller chez eux la nuit, à être invités à boire un café, à rentrer dans leur maison. Quand je dis l'intimité profonde, c'est cette intimité-là où on est au courant de tout ce qui se passe en fait dans la famille, tout ce qui se passe dans la ferme. On a un lien en fait, un lien privilégié. Et ce lien privilégié, il est à mon avis un peu différent de ce qu'on peut rencontrer dans d'autres pratiques. Et ce passage école-métier, alors comment tu le vis, ta sortie d'études? Alors le passage école-métier, c'était assez curieux parce que je me suis un petit peu trituré l'esprit à savoir si je restais prolonger un peu mes études après mon diplôme, parce que j'étais beaucoup intéressé par la reproduction bovine et ça m'intéresse toujours beaucoup, j'en fais beaucoup, et j'ai failli rester à Liège, faire un internat ou en tant faire un assistanat. Et j'ai pris la décision, je voulais quand même aller sur le terrain, j'ai pris la décision de partir sur le terrain. Et la transition, elle a été assez rapide parce que avec une remise de diplôme le samedi, j'ai commencé à travailler le lundi en fait. Donc j'ai eu le temps de faire le trajet retour et je suis allé remplacer le vétérinaire à côté de chez mes parents qui m'avaient pris pendant toutes mes années d'études, ils me prenaient en stage et qui m'avaient appris en grande partie ce que je sais aujourd'hui du métier. Et il avait eu un souci de santé, donc je suis parti et j'ai commencé directement. Donc j'étais directement dans le bain. Alors on dit toujours ne jamais commencer dans la région où on est né, aller faire ses entre guillemets ses bêtises ou ses armes ailleurs. Moi j'ai fait complètement l'inverse en fait. J'ai complètement démarré autour de chez moi et j'ai travaillé là-bas pendant 8 mois. Ça s'est très bien passé en fait. J'ai pas eu de soucis de transition entre les deux. Alors après en étant un bébé véto ou un véto très débutant, mais bon j'étais encadré par les autres vétérinaires de la structure.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de bouger alors? Parce qu'après, tu pars dans d'autres contrées. En fait, on va dire que c'était peut-être j'étais un peu dans un système de facilité. J'ai jamais trop aimé la facilité. Je connaissais la clientèle, je connaissais la région, j'étais très proche de ma famille, donc j'étais dans un certain confort et peut-être la peur d'une routine qui s'installait, la peur de ne pas avoir vu assez de choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même si j'avais décidé d'être agriculteur, en fait, j'aurais voulu aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passait. Et donc, j'avais décidé de faire ce remplacement-là et après de retourner un peu en allaitant. Alors, je voulais faire de l'allaitant je suis retourné en Belgique, là où j'avais fait mes études. J'ai fait l'inverse de beaucoup de gens qui faisaient leurs études en Belgique et qui venaient travailler en France. Moi, je suis retourné travailler en Belgique. Et là, dans ce cas-là, je me suis retrouvé vraiment confronté à moi-même dans une région que je ne connaissais pas, avec des vétérinaires que je ne connaissais pas. Ça restait quand même un pays. J'y avais vécu pendant 6 ans, donc ça allait, mais c'était pas la région dans laquelle j'avais fait mes études. Et au final, ça a été une expérience exceptionnelle, une expérience de la vie en fait, une expérience d'humilité. Parce que quand j'ai commencé là-bas, j'étais entre guillemets jugé pour mon travail, j'étais jugé pour mes compétences et je recommençais à zéro. J'avais besoin de donner confiance, aux éleveurs, mais aussi de donner confiance aux vétérinaires qui m'embauchaient. Et quand je dis ça a été une expérience exceptionnelle, c'est que j'ai gardé des liens avec des éleveurs là-bas. J'ai gardé des liens des liens très forts avec un des vétérinaires pour qui j'ai travaillé à l'époque. Avec même, on avait eu à un moment même un projet de m'associer là-bas. Donc c'est pour ça que je ne regrette pas de m'être forcé un peu la main pour aller pour me faire violence et pour aller découvrir autre chose. Et donc c'est la raison pour laquelle elle était un peu au départ. Tout le monde m'a dit mais pourquoi tu pars? T'as tout ce qu'il faut là. Oui, j'avais tout ce qu'il faut, mais il me manquait le petit côté un peu fun, un peu difficulté. Oui, t'avais besoin de sortir de ta zone de confort, quoi. Exactement, c'est exactement ça. C'était sortir de la zone de confort. Alors ça, attention, ça n'a pas été facile au début parce que j'arrivais sur une clientèle en blanc-bleu, majoritairement blanc-bleu, avec donc énormément de chirurgie, énormément de césariennes, énormément de soins au veau, dans une clientèle où il y avait des vétérinaires qui étaient très très compétents, parce qu'il y avait même un des vétérinaires qui était diplômé du Collège européen. Donc moi j'y ai appris aussi énormément de choses, mais il y avait un très très bon niveau. Et donc je suis sorti de ma zone de confort, mais derrière ça m'a fait aussi progresser énormément. J'ai énormément appris là-bas. Et du coup, je vais reposer ma question. Pourquoi parce que tu as quitté la Belgique, donc pour aller où? Pourquoi? Alors à la suite de ça, entre guillemets, mon contrat s'arrêtait en Belgique, là où j'étais. Et donc il y avait pas de possibilité pour moi de continuer dans cette structure-là, parce que ils avaient pris d'autres engagements. Mais j'ai pas voulu aller trop loin. Il s'avère qu'en plus je venais de rencontrer Julie là-bas, qui est devenue aujourd'hui mon épouse. Et je me dis qu'est-ce que je fais, et je suis parti au Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg. Donc je suis pas parti très très loin. Je suis resté dans une clientèle un petit peu similaire, avec une partie de blanc-bleu et puis une partie d'élevage laitier. Je précise bien que pendant ces deux boulots, ces deux jobs, je ne faisais que de la rurale. C'était de la rurale exclusive. Comme je dis, c'était de la mixte, mais c'était mixte laitier viandeux. Et donc je suis parti pas très loin. Je suis parti passer un an, et on est parti passer un an au Grand-Duché. Voilà. À un moment, après 2 ans, on va dire 2 saisons, deux grosses saisons en blanc-bleu, j'avais appris beaucoup de choses, j'avais acquis beaucoup de choses, mais j'aspirais
à autre chose, parce que c'est un métier qui est très 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 contraignant. C'est énormément de travail de nuit. Moi j'admire tous les vétérinaires aujourd'hui qui travaillent en Belgique, qui font énormément de césariennes. C'est un vrai sacerdoce. Et je voulais voir autre chose. Je voulais repartir un petit peu plus dans le laitier, un petit peu plus dans la médecine de troupeau. Et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai quitté le côté Belgique-Luxembourg. Et au-delà évidemment des différentes expériences que tu vis, j'imagine que tu notes des différences entre les régions et les pays. Bon, forcément plutôt la Belgique et la France. Ce seraient lesquels particulièrement qui t'ont marqué? De toute façon, dans chaque région, il y a des différences de culture, il y a des différences de façon de faire, il y a des différences d'approche de l'agriculture, tout simplement. Si on est en Belgique, dans une région purement allaitante, voilà, l'économie sera basée sur la production de viande, avec ses avantages et ses inconvénients. Après, dès qu'on passe sur de la production laitière, ça va être un petit peu différent. Maintenant, oui, il y avait des mentalités qui étaient différentes. En Belgique, je me suis éclaté parce que le Belge, par définition, les Belges sont très très conviviaux, très joviaux, et c'était super sympa. Quand on passe la frontière, qu'on passe au Luxembourg, c'est un petit peu différent. C'est une mentalité où les gens sont beaucoup plus renfermés. C'était un petit peu plus difficile à l'époque, mais bon, j'étais aussi jeune diplômé, avec une habitude de vie étudiante. C'est vrai que le nord du Grand-Duché, bon, c'est quand même la pleine campagne, il n'y a pas grand-chose à faire, ce qui fait que voilà, quand j'ai eu fait 1 an, j'avais fait assez, ça bougeait peut-être pas suffisamment pour moi, mais bon, c'était aussi une histoire d'âge et une histoire d'époque. Mmh, mmh. Donc la suite, je pense on arrive en 2009, si je me trompe, et du coup, tu arrives en Mayenne. Voilà, en fait, la suite, c'est... alors, c'était suite aussi à mon parcours de stage et aux gens que j'avais pu rencontrer pendant mes stages, pendant mes études. C'est vrai que moi, je voulais m'orienter quand même avec une part de médecine et une part de médecine de troupeau et d'élevage laitier. Et j'avais vraiment envie de faire du lait. Et la suite au Luxembourg, je dis tiens, j'aimerais bien aller Grand Ouest, en fait. Et Grand Ouest, c'était quoi? En gros, j'ai tracé un trait entre Rouen et La Rochelle, et je dis le bassin laitier, il y a un gros bassin laitier à l'ouest, pourquoi pas essayer de regarder par là. Et tout bonnement, j'ai fait un peu les petites annonces à l'époque sur la semaine veto. J'ai regardé, je voyais qu'en Mayenne il y avait pas mal d'offres. Alors il faut savoir que la Mayenne est un territoire très très rural. J'ai parlé de ruralité qui m'animait. La Mayenne, c'est plus ou moins, on va dire, 600 000 bovins pour 300 000 habitants. Donc il y a quand même 2 bovins par habitant. C'est une région avec quand même énormément de lait. L'entreprise Lactalis est mayonnaise, numéro 1 mondial. Donc il y a aussi beaucoup de production laitière, et il y a quand même une part d'allaitant non négligeable. Et je voulais pas faire un trait complètement sur ce que j'avais pu acquérir en Belgique et au Luxembourg, que ce soit au niveau de l'obstétrique, au niveau des soins des veaux. Voilà, je voulais quand même garder ce côté un peu allaitant, ce côté obstétrique qui est le rêve de tout veto. C'est l'urgence, c'est aller faire une césarienne, c'est aller faire un bon vélage, c'est aller sauver un veau. Ce côté un peu sauveur, je voulais quand même le garder. Donc la décision de la Mayenne, 2-3 petites annonces, et un échange avec des vétérinaires là où je suis maintenant, et où le courant est super bien passé. Je m'étais vraiment pas basé sur le côté la région est belle, la région est pas belle. C'était vraiment une histoire humaine, en fait.
Et j'ai rencontré des gens avec qui c'est vraiment passé. Et on a dit bon bah ok, on essaye. Moi je démarrais en fait dans un petit cabinet où il y avait deux vétos d'un certain âge, dont un qui avait 67 ans et qui partait en retraite, et dans le but de fusionner avec la clinique voisine où il y avait une pratique là mixte bovine, équine et canine. Et donc c'était la fusion de ces deux structures, et je suis arrivé là donc en fin 2009 en tant que salarié. Et donc, tu replonges dans la mixité. À ce moment-là, ça faisait un petit temps que tu faisais que de la rurale, je pense. Et puis, tu t'es remis... Alors, tu as continué à faire que de la rurale dans cette fusion, ou bien tu t'es remis à faire de la canine et de l'équine? Alors, dans cette fusion, quand je dis pratique mixte, on a de la chance, c'est qu'on a dans notre structure aujourd'hui, on a vraiment cloisonné les choses. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, je faisais, on va dire, 90-95% de rural, et de temps en temps, je faisais un tout petit peu de canine, mais de la canine vraiment de base, et de la canine d'urgence. Donc non. Et après l'équine, par contre, et ça c'est historique, l'équine a toujours été gérée par des vétérinaires purement équins. Donc, je n'ai pas réellement replongé dans la mixité, même si de temps en temps, mais vraiment sur les gardes, en fait, je fais un petit peu de canine, mais de la canine d'urgence, la canine de stabilisation, pour pouvoir derrière le passer à mes collègues qui eux font de la canine, on va dire de niveau très correct. Je me permets du coup de te faire un petit aparté et de te poser une question là-dessus, pour avoir ton point de vue, parce qu'il y a un peu deux écoles aujourd'hui, on va dire, au niveau du mix. Il y a les cliniques où il y a des gens cloisonnés, comme tu dis, qui font certains qui font de la canine, certains qui font de la rurale, où il y a l'autre type de clinique où on est entre guillemets un vrai mixte, où on fait un peu de tout. Est-ce que tu as un point de vue particulier là-dessus? Alors oui, j'ai un petit peu j'ai mon point de vue, mais qui n'engage que moi, hein, qui n'est pas une vérité vraie. C'est que on voit aujourd'hui de toute façon les structures. On a des structures qui sont purement canines. On a des structures qui sont purement équines, mais des structures purement rurales, on en a très peu. Même si je pense que ça aurait lieu d'exister, mais la réalité est qu'en France, on a très peu de structures purement rurales. Donc oui, il y a des vétérinaires qui sont mixtes. On doit être capable de faire, moi qui suis un vétérinaire rural et qui exerce à 99% en rural, je dois juste être capable de gérer les urgences. Ça, c'est super important pour moi. Maintenant, je pense que dans le côté vétérinaire mixte, et on voit aujourd'hui des jeunes vétérinaires qui viennent nous voir et qui veulent travailler en mixte, en fait. Qui veulent travailler en mixte parce que c'est pas évident quand on a 25 ans de devoir faire le choix de dire est-ce que je choisis la rurale ou est-ce que je choisis de la canine. On a encore de la chance d'avoir un diplôme qui est généraliste. Alors il est généraliste avec des options, hein, en fonction de ce qu'on aime, mais je pense qu'après il faut aussi essayer, il faut s'essayer et savoir ce qui passionne et ce qui intéresse vraiment. Et alors dans le côté mixte, je pense qu'il est difficile d'être mixte pendant toute une journée. Si on prend une journée type, c'est compliqué de pouvoir gérer 2 chiens, puis partir en rural, puis une urgence canine qui vient. C'est assez compliqué. Ça s'est fait dans le temps. Je pense qu'aujourd'hui, la canine est relativement bien organisée. La rurale, pareil, devient de plus en plus aussi organisée avec un maximum de rendez-vous. Et je pense que à l'avenir, faut vraiment se baser sur les rendez-vous et d'avoir des vétérinaires qui sont disponibles pour l'urgence. Donc, pour pouvoir contrer un petit peu ça, ce qu'on a fait aujourd'hui dans notre structure, dans ma structure, c'est que nous avons des vétérinaires mixtes.
nous continuons d'embaucher des vétérinaires mixtes parce qu'il est aussi difficile d'embaucher des purs canins pour venir au milieu de la Mayenne. Il est plus facile d'embaucher des purs ruraux. Et en fait, ce côté travail mixte, on l'organise. C'est-à-dire qu'il y a des journées où ce vétérinaire va être en rural et des journées où ce vétérinaire va être en canine, afin de bien cloisonner les choses et que l'organisation en fait se passe du mieux possible. Et après le côté mixte avec de l'équine en plus, là c'est pareil, c'est assez compliqué, même si je pense, et j'avais été en stage dans une structure où il y avait des mixtes qui eux étaient ruraux équins, et je pense aussi que ça peut coexister si c'est organisé. Et si c'est organisé en jour ou si c'est organisé en moment. Mais c'est difficile de pouvoir tout faire en même temps dans la même journée. Bah, merci pour ce point de vue et ben j'encourage ceux qui nous écouteront pourront peut-être commenter là-dessus et donner leur point de vue. Du coup, je reboucle. On était en Mayenne. Tu nous parles de fusion entre ces structures. Tu t'associes. À quel moment tu décides de t'associer ? Alors, j'ai pas décidé de m'associer au départ. Je suis arrivé en Mayenne vraiment sans objectif. Je me suis dit, je viens là, le boulot, il a l'air de me plaire. Les éleveurs sont sympas, les vétos sont sympas. Je sais pas pour combien de temps je suis là. Je suis là pour 6 mois, je suis là pour 1 an, je suis là pour plus. Donc il y avait vraiment aucun objectif daté, chiffré. Et il s'avère que, allez, on va dire moins de 6 mois après mon arrivée, donc le vétérinaire de 67 ans part à la retraite et l'autre vétérinaire décède. Donc là, on s'est retrouvé avec avec mon collègue, on s'est retrouvé à 2 jeunes dans une clientèle qui n'avait plus changé de véto depuis plus de 30 ans en fait. Et je me suis retrouvé à être là depuis moins de 6 mois et à être finalement celui qui connaissait le mieux la clientèle. Parce que ça faisait 6 mois que j'étais là. Et là, on a dû mettre les bouchées doubles. On a travaillé à 2 parce qu'à l'époque, on n'avait pas tout fusionné au niveau des agendas, au niveau des visites, au niveau des trucs comme ça, parce que c'était pas encore dans l'air du temps. Hein. Et donc, on s'est retrouvé à 2 à travailler pendant 1 an en fait, quasi non-stop. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont développées à ce moment-là, c'est-à-dire déjà des liens avec les associés parce que j'étais salarié, mais ils ne me considéraient pas comme un salarié et moi je me considérais pas comme un salarié. On était véto, on était là pour faire avancer la boutique, pour essayer d'attraper partout. Et donc rapidement ils m'ont dit écoute, il y a une place d'associé pour toi. Et donc je me suis associé en juillet 2012 suite à tous ces événements en fait. Est-ce que tu as hésité ou est-ce que c'était vraiment presque un fait accompli, j'ai envie de dire ? Alors il y a eu de l'hésitation par rapport à une chose que j'évoquais tout à l'heure en fait, c'est que j'avais aussi à ce moment-là une proposition d'association là où j'avais bossé en Belgique. Donc pendant un certain temps, je suis resté vraiment hésité. J'ai vraiment hésité là-dessus parce que sur le côté belge en fait, j'allais pouvoir en plus coupler avec peut-être un passage de thèse et voire de collège européen. Donc j'avais un petit peu j'ai hésité. Et à un moment, j'ai pris ma décision et la décision, elle était aussi commune. Elle n'était pas que de ma volonté, mais elle était aussi avec ma compagne. On a décidé, on a dit, ok, allez, on reste là, voilà. Et là, j'ai dit, ok, je m'associe. Alors cette gourmandise de connaissances là, parlons-en. C'est un peu ce qui a façonné où tu es aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu ton activité et comment justement tu as réussi à peut-être combler un peu cette partie de avide de savoir. Ouais, alors ce qu'il y a, c'est que j'avais cette histoire de collège européen qui trottait dans ma tête, mais et qui trotte toujours, en me disant que c'était énormément de boulot, que ça voulait dire quand même faire
faire moins de pratiques, faire moins de clientèle, et donc ce côté connaissance, moi j'ai toujours pour objectif de me tenir au courant de ce qui se passe. On a quand même une chance dans notre métier, c'est qu'on a accès à un savoir qui est énorme, sur tout, en fait, sur tout domaine. Ce que toi tu fais, Sophie, ça fait partie aussi pour moi du savoir, c'est de la connaissance du métier, c'est de l'envie, c'est des choses comme ça. Et avec Internet, c'est fabuleux. On a accès à toutes les données qu'il peut y avoir dans le monde, et voilà, j'aimais bien lire un peu ce qui se faisait, j'aimais bien aller à des congrès, j'aimais bien aller à des formations, et donc j'ai commencé à faire ça, à faire un petit peu de bibliographie, à essayer de mettre en pratique en fait ce que j'apprenais aussi. Parce que c'est bien de faire des formations, et je pense que tous les vétérinaires aiment se former, font plein de choses, lisent des choses, mais moi ce qui m'apportait surtout, c'était de pouvoir le mettre en pratique. Et j'avais de la chance en fait d'avoir une clientèle, et donc de pouvoir essayer certaines choses. Et c'est un petit peu comme ça que on a vraiment réussi à développer le suivi dans notre clientèle, ou développer des techniques un peu que ce soit sur des chirurgies ou sur des choses comme ça. C'est rien d'exceptionnel, mais par ces formations-là, derrière, il y avait un objectif, c'était d'améliorer notre pratique. Et puis justement par ce côté formation que je faisais, où j'étais évidemment apprenant, à la suite de ça, je m'intéressais un petit peu à la nutrition aussi. J'ai fait la formation à Toulouse avec Francis Ange-Albert sur la nutrition de la vache laitière. Ensuite, il y a un labo qui est venu me chercher pour monter une formation sur les vaches taries, puis c'est un autre labo qui est venu me demander d'intervenir. Donc là, j'ai commencé à passer un petit peu de l'autre côté, et à devoir créer un petit peu des formations. Donc qui est quelque chose, moi, qui me passionne, qui prend du temps, mais qui demande d'être toujours un petit peu au courant de ce qui se passe, de faire de la biblio, de suivre l'actualité dans mon domaine qui est la bovine. Et donc ça a contribué justement à assouvir ma soif de connaissance. Et puis aussi suite à ça, j'ai intégré la commission vache laitière au niveau de la SNGTV. Et maintenant la nouvelle buanderie française, le collège de buanderie française, ou l'association de buanderie française, qu'on est en train de remonter en fait, qui était une association qui était un petit peu qui avait écoulé, et qu'on est en train de redévelopper. Donc voilà, à travers tout ça, c'est vrai que ça me demande de me tenir à niveau, et mais c'est aussi ce qui m'anime. Et c'est vrai que c'est une part de mon boulot aujourd'hui, c'est de donner des formations, que ce soit pour les éleveurs, pour les étudiants, ou pour les vétérinaires praticiens. Ça vient d'où, tu penses, cet esprit de transmission? C'est quelque chose que tu as toujours eu en toi? Ouais, je pense. Tu vois, j'y avais pas réfléchi, mais je pense que j'ai toujours aimé ça, parce que même, on va dire, tout jeune, comme tu disais, voilà, j'ai fait de la cornemuse, mais dès mes 16 ans, en fait, je donnais des cours à des plus jeunes. Donc maintenant que j'y réfléchis, tu vois, ça vient ça vient comme ça. C'est vrai que ouais, j'ai toujours aimé expliquer, j'ai toujours aimé même avec mes vétos chez moi, j'aime bien vulgariser entre guillemets les choses, mais vulgariser au bon sens du terme. C'est que les choses soient comprises et derrière soient appliquées, pour justement faire avancer et faire évoluer les choses. Parce que je considère que la connaissance, on a beau l'avoir, si derrière on l'applique pas, il y a pas de grand intérêt. Comment tu l'appliques justement? Alors ton activité aujourd'hui, peut-être on peut élaborer un peu là-dessus, comment tes journées se passent? Alors comment mes journées se passent? Ce qu'il y a, c'est que moi aujourd'hui, voilà, donc je suis un vétérinaire praticien
quasi exclusivement, on va dire, en bovine. On a développé au niveau de la structure une activité de suivi de troupeaux. Suivi de troupeaux avec beaucoup évidemment de la repro, de la lime, du management global en fait, du management global d'élevage, et surtout des visites qui sont régulières dans les élevages et dans le but d'axer vraiment sur le côté préventif et sur le côté derrière performance, rentabilité aussi pour l'éleveur et donc ça c'est des choses qui se sont créées et qui évoluent, on va dire régulièrement. Au départ, ça a commencé il y a 10 ans, ça a commencé avec un échographe à faire un peu d'écho. Et puis on y a rajouté un petit peu d'alimentation, et puis on y a rajouté un petit peu de prévention, puis on y a rajouté un peu d'élevage de la genisse. Et puis on parle un peu aussi, voilà, de vraies performances de repro aujourd'hui, de sexage, de prévision laitière, de prévision des réformes. Et en fait, c'est quelque chose qui s'incrémente en fait, qui s'incrémente tous les ans. Et moi, j'ai besoin dans mon métier que j'ai toujours un petit truc de nouveau. J'ai toujours quelque chose de nouveau à apporter. Qui est pas une routine bête et méchante en fait qui s'installe. Pourquoi ? Parce que le premier qui va s'enlacer, c'est moi. Et ensuite c'est mes éleveurs. Parce que voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent et ça rejoint exactement ce dont on parlait juste avant, ce côté formation et de pouvoir retirer quelque chose. Ça va être peut-être 1/1000 de l'information qui aura été donnée, mais qui sera applicable demain en pratique. Et donc ça motive aussi les éleveurs. Je le vois bien quand on arrive avec un nouveau truc. Enfin, c'est quelque chose. C'est un exemple là. C'est un exemple que je vais donner tout bête, mais bon, cet été on a eu un petit peu chaud. Je me suis pas mal intéressé à tout ce qui était stress thermique chez la vache laitière. Et c'est vrai que d'arriver avec une caméra thermique et un anémomètre électronique, alors c'est pas le boulot premier du veto, on est d'accord, mais rien que ça, voilà, on a réussi à montrer des choses dans les élevages et ils sont très contents de voir des côtés un peu nouveauté, un peu high-tech, et ça c'est quelque chose, voilà, qui aujourd'hui est rentré presque dans les suivis et dans 3-4 ans, ce sera encore, il y aura encore autre chose, il y aura, peut-être au détriment de certaines choses, mais voilà, tout évolue. Là, j'ai eu la chance d'être il y a 15 jours, 3 semaines maintenant au World Pediatric Congress, et alors on a de la chance de voir les grands pontes mondiaux exposer des choses. Ils exposent sur différents thèmes et tout ça. Mais ce qui est génial, c'est quand on rentre en disant purée, oui, ça je peux le mettre en pratique chez moi et ça je vais le faire. Parce que là, c'est vraiment démontré, c'est vraiment fait. Et le but, en fait, de la formation, pour moi, c'est aussi ça. T'as un exemple de quelque chose que t'as vu à ce congrès, justement, que tu vas appliquer sous peu? Ouais. Plusieurs choses, en fait. Là, ça va être surtout en repro, en fait, où ça y est, ça travaille pas mal, en fait, sur l'échographie Doppler des ovaires. Et le Doppler sur les ovaires, moi, ça fait déjà 2 ans que je joue avec, mais justement, je joue avec en fait, sans avoir de grandes certitudes parce qu'il n'y avait pas grand chose de démontrer. Et là, voilà, ça commence à sortir. Il y a des belles études qui ont été faites et on va pouvoir commencer à travailler là-dessus pour des très bonnes vaches. Et de ce fait-là aussi, ils ont réadapté des protocoles de resynchronisation qui ont été un petit peu revus. Non, les données ont évolué, les données sur les notes d'état corporel aussi des vaches ont évolué. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qu'on va faire un petit peu d'update en fait chez nous quoi. Et c'est l'intérêt, c'est ça qui est sympa je trouve de pouvoir remettre les choses et que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Et alors chez toi, tu travailles entre vétos, mais aussi avec
d'autres compétences. Donc, tu as un ingénieur, je pense, un pareur. Tu peux expliquer un peu cette partie-là du métier? Ouais, effectivement. En plus de la clinique vétérinaire, on a une société qui s'appelle Canva, dans laquelle il y a deux personnes pour le moment. Donc, un ingénieur diplômé de l'ESA d'Angers, et par la suite un pareur qui est arrivé après. Donc l'ingénieur, en fait, c'est un ami de longue date. On avait la même passion qui était la médecine de troupeau. Et puis on s'est dit un jour, faut qu'on fasse un truc ensemble. Donc il avait travaillé dans le milieu véto déjà avant, dans le nutritionnel. Et je dis, il y a des choses à faire. Il y a de la complémentarité à aller chercher par rapport à moi, mon côté véto, même si des fois je dis je suis plus aujourd'hui zootechnicien et gérant de l'art pro et de la ligne que purement vétérinaire. Mais et donc avec Maxime, on a dit un jour faut qu'on fasse un truc. Et on a commencé à s'occuper. Je dis, toi, t'es beaucoup plus nutritionniste, t'as une approche beaucoup plus, on va dire cartésienne dans le calcul de ration réel. Et je dis, c'est vachement intéressant parce que moi, c'est un côté que je n'ai pas. Et donc, on a commencé à développer des élevages en fait ensemble. Puis voilà, ça a continué de se développer. Puis il est aussi rentré un petit peu dans le côté formation. Moi, des équipes chez moi, parce qu'il a une autre vue. Il a une vraie culture agricole, on va dire. Donc pour des vétos qui arrivent, c'est vachement intéressant ce qu'il peut leur apporter. Et puis après, on s'est vachement formé sur tout ce qui était gestion de robots, management d'élevage. Et donc, comme je dis toujours, on s'auto-prescrit l'un l'autre et ça fait vraiment avancer les choses. Et suite à ça, comme je dis, le but est d'apporter des solutions à l'éleveur. On a réussi à développer aussi notre propre gamme en fait de compléments alimentaires pour nos vaches. Donc voilà un petit peu les choses qu'on a créées justement avec cette société-là. Et puis là-dessus, on avait aussi au niveau de la clinique, on avait de la demande en parage. Nous, les vétos, on faisait un petit peu de parage, mais on n'arrivait plus à être partout. Et donc on s'est dit, on va prendre quelqu'un dont c'est vraiment le métier. Et donc on a embauché il y a maintenant 3 ans un pareur à temps plein. Qui est vraiment pareil, qui vient, qui fait du parage en ferme, mais surtout qui vient échanger avec nous, qui vient discuter avec nous. Donc il y a une vraie, il y a vraiment ça crée vraiment de l'échange avec des compétences différentes. Et ça, je trouve que c'est super intéressant et super important. C'est quelque chose qu'on commence à voir apparaître dans d'autres structures vétérinaires aujourd'hui en France ou ailleurs d'ailleurs. Oui. Ailleurs, ça existe déjà depuis pas mal de temps. Hein. Quand on prend l'exemple de l'Angleterre, ils ont depuis plus de 10-15 ans, ils ont des équipes. Eux, ils ont carrément des équipes de pareurs parce qu'ils ont des structures qui sont bien plus grosses que les nôtres. Ils ont des équipes de pareurs, ils ont des équipes de techniciens, ils ont des équipes de personnes qui vont faire de la repro. Quand je dis faire de la repro, c'est faire de l'insémination, faire du transfert d'embryons. Ils ont vraiment sectorisé les choses et pour moi, je pense qu'en France, il faut vraiment qu'on commence à réfléchir à ça parce que on parle de pénurie de vétos. Oui, il y a une réelle pénurie de vétos, mais est-ce que le vétérinaire fait réellement que du job de vétérinaire? Est-ce qu'il n'y a pas du job qui pourrait être réalisé par d'autres personnes qui seront tout aussi compétentes et qui permettront de continuer à faire le boulot? Et moi je vois ces structures anglaises, elles me font un petit peu elles m'inspirent en fait. Elles m'inspirent parce que tout à l'heure, tu vois, tu parlais de pratiques mixtes. Eux, ils ont vraiment sectorisé. Alors, ils ont aussi des vétos mixtes, mais ils ont vraiment sectorisé en temps de travail,
Après, ils ont encore au niveau de la gestion d'entreprise, on n'en a pas parlé, mais je trouve que voilà, ils ont réellement catégorisé les choses en disant ben lui il est vétérinaire, il est 50% en pratique et il est 50% manager. Lui il est 50% directeur de la clinique et 50% il reste quand même en pratique. Et donc le côté de prendre des compétences autres que veto, pour moi est demain la solution, et d'avoir des techniciens qui pourront nous accompagner en élevage, c'est pour moi la solution pour pouvoir pallier à cette pénurie de veto, parce que la pénurie de veto, la France forme plus ou moins 500 vétérinaires aujourd'hui, et il y a une demande à 1000 vétérinaires par an. Donc de toute façon, même si tous les étudiants qui sortent aujourd'hui des écoles vont s'inscrire à l'ordre et travailler, on en fait sur le territoire français que la moitié du besoin. Donc derrière, c'est de repenser au travail, je pense aussi. Tu vois comment le rôle du vétérinaire, alors plutôt en pilote, chef de projet dans ce genre de structure? Ben, en fait, oui, pilote, chef de projet. Après, quelqu'un qui pratique quand même. Si je vais prendre un domaine que je maîtrise à peu près, qui est la repro en bovin. En Angleterre, aujourd'hui, ils ont des échographieurs entre guillemets, qui eux vont faire du diagnostic de gestation, du constat de gestation. Et le vétérinaire passe le lendemain pour gérer les vaches qui ne sont pas venues en chaleur, pour gérer les vaches qui sont vides, pour faire vraiment de la thérapeutique et sa vraie plus-value en fait, sa vraie compétence. Et ça, je trouve super important. C'est comme là ça va peut-être heurter certains, mais moi je pense qu'on a un marché à développer sur de la vaccination en élevage, parce que les éleveurs, les troupeaux grossissent, les fermes grossissent. Par contre, au niveau personnel, c'est un petit peu comme chez nous. Ils n'ont pas beaucoup de monde. Et on voit que l'observance des protocoles de vaccination est souvent mauvaise. Mais elle est souvent mauvaise pas parce qu'il n'y a pas de volonté de la part de l'éleveur, mais c'est que c'est compliqué pour lui d'organiser sa vaccination. Et demain, moi je verrais bien que les protocoles de vaccination, évidemment, vont être gérés par le veto, que les listings peuvent être sortis par un logiciel, par un veto, mais que par contre l'acte pourrait être réalisé par un assistant vétérinaire rural, quoi, un technicien spécialisé. Aujourd'hui, on a développé des écoles d'ASV où leurs compétences montent, et en canine, on voit qu'elles sont, elles ou ils sont, parce que là il y a quand même de la mixité aujourd'hui dans ces assistants et assistants, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire aussi pour de la rurale. Et tu cites à juste titre la diminution des vétérinaires inscrits à l'ordre de manière générale, mais on note aussi une diminution notable au niveau rural. Tu penses que c'est dû à quoi, ça? Alors au niveau rural, alors j'ai pas les chiffres réels en tête, hein, de ce comment a évolué l'inscription en rural. Alors il y a une certitude, c'est que le nombre d'élevages diminue drastiquement. Pour autant, le nombre d'animaux ne diminue pas de la même manière. Il est très clair que aujourd'hui, de toute façon, il y a moins de boulot en rural qu'il y a 15 ans. Pourquoi ? Parce que toutes les petites fermes de 25-30 vaches qui étaient des gens qui appelaient énormément le vétérinaire pour soigner le petit veau qui avait la diarrhée, le petit veau qui toussait, la vache qui avait une petite oreille de travers. Ça, aujourd'hui, malheureusement, on en a, ou heureusement, je sais pas, mais aujourd'hui, le fait est qu'on en a presque plus. Donc, il y a aussi moins de boulot.
Deuxième chose, et ça par contre ça m'attriste plus, c'est quand je vois des boutiques qui ont un potentiel de rural, ça c'est certain, et qui laissent tomber la rurale au profit de la canine. Et ça c'est quelque chose que voilà, je ne juge pas, mais que personnellement je trouve regrettable, parce que je suis sûr qu'il y a du boulot à faire, qu'il y a des gens qui seraient là pour pouvoir le faire. J'ai pas la solution, hein. J'ai pas la solution, et j'entends que des fois c'est compliqué de maintenir une toute petite rurale et de trouver du monde pour assurer les gardes et des choses comme ça. Mais ça, par contre, c'est la chose qui m'attriste. Après, la diminution d'inscription en rural, je suis étonné d'une chose. Alors ça tombe bien, on est dans la semaine où on a les étudiants. On a des étudiants des 4 écoles françaises en fait qui sont, c'est des délégations, une dizaine par école, qui viennent en Mayenne pour visiter les différents cabinets véto, tout ça. Et ben, on se rend compte quand même qu'il y a une bonne part d'étudiants motivés par la rurale. Et aujourd'hui, très clairement, dans une structure comme la mienne, il est beaucoup plus facile de trouver un veto pour faire de la rurale qu'un veto pour faire de la canine. Et je pense que c'est même assez général. Pour avoir discuté avec Philippe Barallon, il expliquait que c'était même à Paris, même en bord de mer, c'est difficile de trouver un veto canin, en fait. Bon, c'est dommage que t'aies pas la solution, parce que ça allait être ma question suivante. Pour la rurale, on a des idées quand même. On a des idées. C'est justement à partir du moment où on a une structure avec une rurale qui est dynamique. Pour moi, il y a une chose qui est essentielle, c'est de prendre des stagiaires et de prendre énormément de stagiaires. Et on voit bien, nous on vient d'embaucher deux vétérinaires en rural. C'est par les stages en fait que ça vient. C'est plus par la belle petite annonce qui va être passée dans la semaine veto ou sur Veto Job. Ça, oui. Je pense que les futurs vétos ou ceux qui cherchent du boulot, ils vont jeter un œil là-dessus, mais c'est difficile de faire un business plan d'embauche rien que sur des annonces comme ça. Et je pense que si on veut demain motiver les jeunes, c'est les prendre en stage, les former et les accompagner pour réussir à leur transmettre la passion de notre métier. Ce que je fais aujourd'hui, on en parlait un peu, mais ce côté passionné, ce côté médecine de troupeau, il est pas sorti d'un chapeau comme ça un jour. Voilà, c'est qu'il y a des gens, il y a des vétos pendant mes stages, pendant mes études, qui m'ont marqué. Et des fois encore en formation, voilà, il y a des gens qui marquent. Et je me rappellerai toujours avoir vu un gars en conf, c'était à Vétérine Expo à l'époque, et il a présenté comment il travaillait et tout ça, et j'ai dit c'est comme ça que je veux travailler. Donc on se doit aussi d'être un petit peu dans certains cas des modèles pour donner envie et ne pas être en permanence dans le côté pessimiste, la rurale est morte. Ça fait 30 ou 40 ans qu'elle est morte. Hein. Moi, j'ai toujours entendu, même les vieux vétos qui sont partis en retraite, quand ils s'installaient, on leur disait que la rurale était morte. Donc voilà, c'est aussi à nous de pouvoir transmettre en étant un peu en étant positif. Et moi, je suis très positif sur la rurale. C'est que demain, quelqu'un qui veut exercer son métier en pratique bovine, on a tout le champ des possibles. Tout est ouvert, quoi. Tout est ouvert, que ce soit de la nutrition, que ce soit de la néonate, que ce soit on peut toucher à tout et on peut s'éclater. Ça, c'est certain. Maintenant, attention que si la rurale d'une structure est basée sur de la prise de sang d'achat et de l'euthanasie de vaches pattes cassées, c'est vrai que ça va pas faire rêver des jeunes vétos et que ce sera peut-être difficile de pouvoir les garder. D'ailleurs, il fait bon de le préciser quand même. Tu es passé de 2 vétérinaires en 2009 et aujourd'hui vous êtes 22 vétérinaires, je pense. Ça. Hein. Ouais, mais on était 2 dans cette petite structure avec fusion de celle où on était 7, donc on était 9
on était 9 vétérinaires en 2011, 2010, 2011, et aujourd'hui, à date, on est 22 vétérinaires. Ouais. Bon, c'est un bon indicateur que la rurale n'est pas encore morte, en tout cas. Complètement. Après, voilà. Mais elle n'est pas morte, mais surtout, elle doit continuer d'être dynamisée. Maintenant, oui, on a aussi agrandi notre périmètre. Mais ça a été une volonté d'entreprise aussi d'agrandir le périmètre pour pouvoir maintenir le boulot et maintenir l'activité. Ça, c'est certain. Parce que ce que je disais, c'est que le nombre de fermes diminue, donc les actes d'urgence, de toute façon, les actes d'urgence diminuent. Les éleveurs deviennent de plus en plus compétents. Nous sommes les premiers à prôner la prévention, que ce soit de la prévention sur de la néonate, sur des diarrhées, sur des problèmes respi, de bien gérer l'alimentation. Donc automatiquement, on a moins d'erreurs, on a moins de cas individuels. Et pour moi, c'est le but. Mais pour autant, il en restera toujours. Et c'est surtout de motiver les gens à prendre les conseils, à travailler avec nous aussi en fait là-dedans dans cette démarche-là. Et moi, je suis très 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 fier d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, au sein de la clientèle, on va arriver à un peu plus d'une centaine d'élevages en fait qui sont dans un programme en fait programme de médecine préventive, comme disent les Québécois. J'aime bien leur système, parce que j'aime pas le terme suivi qui est un peu je trouve quand on suit on est derrière, mais ce côté médecine préventive, et ça représente aujourd'hui presque 30% de nos vaches laitières, et on a encore des marges de progression. Et on voit encore des éleveurs qui nous posent des questions et qui sont intéressés pour rentrer dans cette démarche-là. Sauf que le boulot change. Et c'est quelque chose qui est applicable partout et sur tous les aspects de la rurale, l'allaitant par exemple, les petits ruminants. Bien sûr. Pour moi, c'est applicable dans tout. C'est un petit peu le contrôle technique de la voiture, quoi. C'est que une voiture, elle peut aller au contrôle technique 3 ou 4 années de suite sans jamais avoir eu de problème, mais par contre ça a été contrôlé. Le côté médecine préventive, repro que j'ai développé, je l'ai surtout développé en laitier. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la repro qui vient tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça dépend. Mais il peut être aussi réalisé en allaitant quand les animaux rentrent. Et il y en a qui le font très très bien, quand les animaux rentrent à l'étable, avec un suivi alimentaire, un accompagnement au niveau parasitaire, puis après tout ce qui est gestion de la prévention avec les vaccinations, puis ensuite quand on met à la repro, gestion de la repro, parce que la repro, au contraire, en allaitant, il faut être encore meilleur, parce qu'il faut remplir un maximum d'animaux sur un minimum de temps. Donc oui, en petit ruminant, c'est pareil. C'est juste qu'il y aura des effets saisonnalité, en fait. Il y aura des effets saisonnalité. Le boulot va être un peu moins étalé que en laitier. C'est vrai que moi, aujourd'hui, dans notre boulot, on n'a plus de saison. On n'a pas de saison morte. On n'a pas de saison de grosse bourre, mais on n'a pas de saison morte non plus, parce que nos vaches, elles vèlent toute l'année. Donc, il y a le même boulot à faire plus ou moins toute l'année. Contrairement aux laitants où, généralement, ils auront une grosse saison de vélage et une saison un peu plus light de vélage. Mais bon, ils ont 2 saisons de vélage qui, eux, là, ça va les occuper beaucoup à ces moments-là. Et après, des moments un peu plus creux, quoi. Très clair. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas parlé encore, c'est la relation avec l'éleveur. Alors aujourd'hui, alors parfois les éleveurs ont tendance à être stigmatisés. On entend parler du fait qu'ils veulent pas dépenser de l'argent, qu'ils sont dans une économie de coûts. Je sais que toi, tu as un prisme particulier à ce sujet. Tu parles de partenariat avec tes éleveurs. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? Ouais, bien sûr. Je pense que pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de faire évoluer les élevages, de faire évoluer nos techniques et nos pratiques, comme je dis, moi là où j'apprends le plus, c'est quand même au contact de mes éleveurs. Et ça, il faut aussi savoir leur dire, parce que
parce que ils connaissent plein de choses, ils ont un œil, ils sont toute la journée dans leur élevage, et moi j'ai appris énormément de choses avec les éleveurs. Et je pense que oui, aujourd'hui j'ai quand même une grande partie de mes éleveurs avec lesquels on a un réel partenariat. Et ça implique en fait aussi de changer un petit peu les mentalités. C'est-à-dire que aujourd'hui, le vétérinaire ne doit plus être vu comme le sachant. Et, on a été une profession où on était les sachants. On avait une position quand même qui était supérieure à celle de l'éleveur. Et ça a toujours été, c'était le véto, le maire, le médecin, le notaire, c'était des entre guillemets des notables. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est en train de changer partout, où on arrive avec une position de même niveau. Et quand on se met au même niveau, qu'on a des échanges qui sont francs, qu'on explique à l'éleveur les choses. Et il faut expliquer aussi les choses. Tu parlais de dépenses. Moi, j'aime bien parler aux éleveurs d'investissement, parce que ça, ils savent ce que c'est un investissement. Ils passent leur vie à investir. Et de leur dire, tu dois te dépenser du véto, ça, ils vont pas aimer. Surtout qu'on est souvent vu comme des coûts, comme des charges, comme des frais. C'est les frais vétérinaires dans les bilans comptables. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, ça devienne des investissements vétérinaires, en fait. Et de parler de ça, et surtout ne pas avoir peur, en fait, de parler argent. On est une profession où oui, on manipule beaucoup d'argent, parce qu'on vend des médicaments qui sont quand même des choses qui sont très très chères. On a des prestations, on facture nos actes. Donc avoir cette habitude aujourd'hui les éleveurs sont devenus de vrais chefs d'entreprise aussi, et ont besoin de savoir un petit peu où ils vont. Et dans les suivis, dans l'accompagnement qu'on peut faire, et là je rebondis sur un peu la question de tout à l'heure, Sophie, c'était Maxime, lui quand il rentre dans mes élevages en suivi, si moi j'ai pas eu le temps de le faire, on va aller faire aussi un peu d'économie. On va aller voir un petit peu la rentabilité de ce que l'éleveur fait, de ce qu'on peut aider à produire, et comment on fait évoluer la rentabilité d'un élevage, avec des marges sur coûts alimentaires, des marges à la vache, des marges au 1000 litres de lait. Enfin, et donc ça c'est super important. Et quand on fait ça, on s'intéresse aussi à l'éleveur. Et la première des choses, quand je disais que j'ai appris beaucoup de choses au contact des éleveurs, pour les mettre en confiance, parce que le partenariat implique la confiance, c'est aussi de s'intéresser à eux. S'intéresser et de savoir un petit peu comment eux vivent les choses, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Et la première des choses pour faire de l'accompagnement en ferme, je dis ça parce que je me suis planté en fait plusieurs fois. J'ai calé sur mes attentes de performance, mes besoins de performance, et pas ceux de l'éleveur. Et en fait, ça collait pas avec ce qu'ils attendaient. Et maintenant, j'essaie vraiment de faire attention à ça, en disant, toi, tu veux quoi? Tu veux aller où? Tu veux quelle marge de progression? Parce que il faut s'adapter vraiment à chacun. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Tout le monde n'a pas les mêmes envies. Et je pense que pour développer ce partenariat, faut vraiment être en phase avec ce que l'éleveur attend, et pas avec ce que nous, en tant que vétérinaires et intervenants dans l'élevage, on attend. Est-ce que tu imaginais quand t'es sorti que le métier de vétérinaire rural pourrait t'offrir autant de possibilités? Un petit peu, parce que je l'avais vu, j'avais vu un gars pendant entre ma 5e et ma 6e année, j'avais été en stage, et il faisait énormément de choses, il faisait plein de choses, il parlait il était capable de parler des sols, des cultures, de tout ça, et là je me suis dit purée, ça va être long, mais en fait oui, on peut aller très 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 loin, on peut chercher sur plein de domaines. Alors je savais pas où j'irais, je ne savais pas où j'allais aller, mais je savais que oui, c'était énorme les possibilités qu'on pouvait atteindre, et vers lesquelles on pouvait aller. Alors c'est parfois compliqué justement de pouvoir canaliser et ne pas s'enflammer dans tous les sens, et au risque de se disperser et de se perdre en fait. C'est un petit peu ça le
l'écueil de l'écueil de tout ça. À qui le dis-tu? Quel conseil tu donnerais au jeune Olivier fraîchement sorti d'école? Des conseils de s'intéresser et de se passionner pour le métier. C'est vraiment intéressez-vous, allez chercher à aller poser des questions à des gens qui vous entourent, qui bossent avec vous. Intéressez-vous pour la rurale, intéressez-vous aux éleveurs. Le côté générationnel, il est voilà, la génération qui arrive n'a pas les mêmes attentes que nous quand on est sortis, et nous on n'avait pas les mêmes attentes que ceux qui étaient sortis 15 ans avant. Mais je pense que peu importe en fait la passion, elle peut être quand même la même, quoi. On n'est pas tous obligés de travailler 80 heures semaine et ne pas prendre de vacances, mais ça je l'entends complètement, et justement c'est super important aussi de faire attention à soi. Mais le conseil, c'est vraiment de se passionner et de pas rester sur un échec, ne pas se dire ah bah non, bah là ça a pas été, donc je change, je vais faire complètement autre chose parce que là ça va pas. Il y a quand même aussi un petit côté de persévérer, et à un moment il y a des choses qui peuvent se débloquer, hein. Moi quand je suis arrivé en Belgique, je le racontais un peu tout à l'heure, pour travailler, hein, mais mon premier mois il a pas été glorieux, hein, parce que je sortais d'un endroit où voilà, tout le monde me connaissait, c'était bien, j'étais dans le Finistère, c'était génial, et là je suis arrivé dans un endroit avec des éleveurs hyper exigeants, des vétos qui étaient super bons, et je me suis retrouvé vraiment le petit bleu, quoi. Le petit bleu, et j'ai eu vraiment réfléchir. Je me serais écouté, je pense qu'au bout de 15 jours je partais, et je me suis dit non, tu restes, tu persévères, et voilà. Et derrière, je pense que ça a fait partie aussi des choses qui ont été très bénéfiques pour moi. Donc ne pas lâcher tout de suite, ne pas vouloir tout poser, persévérer, et poser des questions et se faire accompagner, se faire aider par les gens qui entourent, en fait, par les gens qui entourent. Et c'est ce que je dis. Moi je dis on me posera jamais assez de questions. Je refuserai jamais de répondre à une question sur un cas, sur un problème dans un élevage, sur un truc. Et c'est comme ça que moi je pense j'ai progressé, et j'ai façonné aussi mon métier. C'est d'avoir un réseau, en fait. Et on revient toujours à la même chose, mais dans la vie, ce qui est important, c'est le réseau. C'est de pouvoir appeler un ami qui a plus de compétences sur un domaine, qui va nous aider. C'est d'échanger entre copains de la même promo, parce qu'on est dans des régions différentes, surtout quand on sort. Voilà, il y a beaucoup de contacts encore. Aujourd'hui, les moyens de communication sont quand même assez faciles. C'est de garder cette passion, c'est aussi de lire. De lire sur les réseaux ce qui sort, de lire sur les revues, de continuer à se former, de ne pas rester, en fait, ne pas rester dans la routine. Vraiment, c'est se dire que voilà, ça évolue tout le temps, il y a plein de possibilités, il y a moyen de faire plein de choses, et notre métier nous permet notre diplôme nous permet de créer le métier qu'on souhaite. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment tu as façonné, c'est que moi, aujourd'hui, j'exerce le métier que je veux exercer. Je l'ai fait. Les suivis, c'est comme moi, je voulais le faire. Après, il y a des choses, oui, des fois, ça m'embête, mais bon, oui, je me lève la nuit aussi pour aller faire un vélage de temps en temps. Enfin, ça, c'est pas un souci, mais 80% de mon boulot, c'est quelque chose que j'ai choisi de faire. Bah, de très belles paroles. Et en tout cas, on sent bien la passion qui ressort dans ces derniers conseils, Olivier. Merci. C'est super. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant qu'on se dise au revoir? Ben, c'est surtout que je pense que le contexte vétérinaire est vraiment en train d'évoluer. Le milieu vétérinaire est en train d'évoluer au niveau d'une part des structurations de la structuration, en fait, des entreprises. Ça devient de réelles entreprises. C'est plus les petits cabinets avec 2 vétérinaires ou 3 vétérinaires et juste un salarié. Il y a
il y a aujourd'hui de la vraie structuration d'entreprises. Il y a des groupes et sans avis aucun. Mais tout ça, il faut le voir comme quelque chose qui permet aussi aux jeunes qui sortent de pouvoir évoluer. On va pas leur demander d'arriver dans une structure en étant capable de faire la même chose que celui qui a 20 ans ou 25 ans d'expérience. C'est de prendre le temps de démarrer, de se faire accompagner. Je reviens un peu sur ce que je disais, mais et surtout de pouvoir. Moi, j'ai une réelle confiance pour la rurale de demain, mais il faut que les gens aient la même confiance que moi et continuent d'œuvrer dans ce sens-là. Et moi, je suis très très touché ou attristé quand j'entends des structures qui posent la rurale, qui arrêtent de faire de la rurale parce que voilà, soit c'est plus rentable financièrement, soit c'est plus gérable par rapport au personnel. Mais je pense que on a moyen de garder tout ça. La pénurie de vétos, aujourd'hui on a de la chance, c'est quand même, il y a du monde, voilà, d'un petit peu partout. Il y a quand même 1000 personnes qui s'inscrivent au tableau de l'ordre tous les ans, hein, donc c'est quand même, on n'est pas plus défavorisé que les autres professions. Ça c'est certain. Et surtout de ne pas quand on est jeune, ne pas se dire moi je vais aller là, je vais travailler là et je vais faire ça. Non, c'est se laisser la possibilité, s'ouvrir et se dire je vais parce que ça me tente, parce que le boulot est bien, parce que j'ai envie de me faire plaisir, et demain on verra quoi. Et ne pas vouloir tout de suite au risque de prendre des gamelles, hein, en se disant ça correspond pas du tout à ce à quoi je m'attendais quoi. J'entends presque dans ce que tu dis une certaine indulgence, mais des deux côtés. Une indulgence des jeunes qui ont besoin d'être un peu plus indulgents vis-à-vis du métier et d'être moins dans l'attente, et puis une indulgence de la plus vieille génération par rapport aux jeunes qui arrivent et à l'avenir qu'on peut donner à la profession. Ouais, bien sûr. Et puis on a de la chance de pouvoir aller partout, de pouvoir découvrir plein de choses. Et il faut en profiter. Et on a quand même un métier de vocation. On a quand même, la plupart d'entre nous avons fait ce métier, avons fait ces études. On en a bavé aussi pendant ces études. Et derrière, voilà, tout va pas être rose tous les jours, mais il y a quand même du positif, de pouvoir se lever le matin en se disant je suis très content d'aller au boulot. Parce que je vais faire ça, parce que ça me plaît. Je pense que c'est un luxe qui n'a pas de prix. Alors pour ceux qui ont besoin qu'on leur insuffle un peu de ta positivité, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser sur ton parcours, sur ton activité aujourd'hui, tes formations peut-être? Ouais. Alors après ils peuvent me contacter. Moi je suis dans la clinique vétérinaire du Sud Mayenne, donc là il suffit d'aller regarder sur le site internet et je suis contactable par là, sur LinkedIn. Après tu peux mettre mon mail aussi en commentaire du podcast si tu le souhaites. Très bien, super, merci beaucoup. Donc voilà, mais je pense que ouais, il y a des bonnes choses à faire. Ça évolue, et justement c'est bien que ça évolue, et justement il faut faire partie de cette évolution et y contribuer. Une belle clôture, je pense. Merci beaucoup Olivier pour tous ces partages, toute cette passion. Je t'en prie Sophie. Et merci à nos auditeurs. Merci. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.